Oh. Oh. Oh, wow. Oh, what is it? Eddie does not care. Okay.而且吃还是挺色的。Bonsoir. L'enthousiasme de ces enfants pour la nourriture fait sourire et démontre combien l'alimentation peut être source de plaisir. Notre société porte pourtant un regard plutôt négatif sur la gourmandise. La religion catholique nous explique que c'est l'un des 7 péchés capitaux. Les nutritionnistes nous mettent en garde. Le gras, le sucré ou le salé, en gros tout ce qu'on aime, peuvent être mauvais pour la santé. Alors comment trouver un équilibre entre la dégustation, le fait de savourer un aliment et la gloutonnerie? Et d'ailleurs, avons-nous tous le même plaisir à manger? Réponse dans cette émission. Mais pour commencer, je vous propose de nous faufiler dans la tête d'une jeune femme qui a fait de sa gourmandise une véritable passion. Je décide d'aller dans une boulangerie acheter un gâteau à ma sœur pour son anniversaire. Le soir même, on déguste. Et là, je vois ma sœur qui me regarde. Elle fait, oh. En fait, je pense vraiment que c'est mon gâteau préféré. Et du coup, je garde ça en mémoire. Je me dis que je vais le refaire. Ça ne doit pas être aussi compliqué que ça. Et je commence à faire mon gâteau. On parle de gélatine, monter une crème, mais pas trop montée, mousseuse. Il y a plein de choses, j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'ai jamais utilisé la gélatine, hein, je savais pas ce que c'était. Je me dis, on commence par le début et on verra bien. Arrivé le moment de manger, ce gâteau est incroyable. Avec cette génoise, qui est toute moelleuse, c'est comme un nuage. Et là, encore une fois, je croise le regard de ma sœur. On se dit, mais waouh, c'est bien, c'est très 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 bon. À partir de ce jour, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je continue là-dessus. Et elle continue. La gourmandise de Dielza Oxa l'emmène à Paris sur le plateau de l'émission d'M6, Le meilleur pâtissier. Le façonnage de leurs tartes avant de les mettre en cuisson. Le goût, il sera bien présent. Après, il faut savoir doser. J'espère vraiment sorceler Cyril. Il est charmant. Il est même plus beau en vrai. Dielza est la première Suisse à y participer. Elle ne s'en sort pas trop mal. Elle ne sera éliminée qu'à la 8e émission sur 13. Une expérience à jamais inscrite dans sa mémoire gourmande. Myrtille sésame, c'est assez original pour toi. Bah oui. J'ai eu la chance de pouvoir tester de nouvelles saveurs. Pourquoi? Parce qu'on mettait à chaque fois au défi de faire des choses différentes. Je pouvais pas non plus juste faire un gâteau au chocolat et puis ajouter des framboises. Donc du coup, eux nous poussaient vraiment à aller au-delà. Donc essayer de nous booster et de nous faire tester des choses qu'on connaît pas. Des fois ça marchait, mais des fois ça marchait pas non plus. De retour en Suisse, Dielza aimerait faire de sa gourmandise un métier. Elle termine ses études d'institutrice à la HEP à Lausanne et parallèlement, elle loue un petit atelier pour fabriquer ses pâtisseries et les vendre. Ses gâteaux sont sur Instagram. Elle compte déjà 15 000 abonnés. Des gâteaux modernes et sexy à son image. La gourmandise, faut l'avoir en soi. Parce que cette gourmandise que j'ai moi, le plaisir que j'ai de manger ces pâtisseries, je le transfère en quelque sorte dans mes pâtisseries. Et j'ai envie que ces personnes aient la même sensation que moi, les mêmes émotions. Donc je pense que c'est essentiel d'être gourmand. Mais je pense que c'est aussi la clé de la pâtisserie. Si on n'est pas gourmand, les gâteaux ne le seront pas non plus.
J'ai une façon de goûter qui est un peu particulière. En fait, je prends tout simplement la chose à goûter et puis je fais ce bruit-là. Et ça dure pendant, je pense, 1 minute jusqu'à que j'ai trouvé le goût que je souhaitais avoir. C'est un peu spécial, il y a tout le monde qui se moque de moi, mais moi, au final, je prends du plaisir à faire ça. Elle est très légère. On sent que c'est très mousseux. Ça va être très moelleux. L'émotion que j'ai quand je goûte mes préparations ou quand je teste ces préparations, c'est juste du pur plaisir. C'est une émotion qui est assez intense, c'est entre moi et la pâtisserie. Il n'y a personne d'autre, je suis dans ma bulle. Et les fois où ces goûts matchent, là je me dis, ouais, là ça marche. Oh, Ça me donne très envie. oh mon Dieu, je veux tout. Dans la tête d'une gourmande comme Dielza, se pose alors la question de la tentation. Dans des moments complices avec sa sœur Fiola, comment résister à tant de convoitises? Parce que trop de gâteaux, c'est parfois trop de kilos. Hâte de goûter tout ça, j'ai trop hâte. J'ai eu peur et j'ai encore peur de grossir. Mais du coup, je me suis inscrite au fitness, du coup, ça va. Trop beau, j'adore. Certes, je goûte mes pâtisseries, j'en mange énormément, mais la gourmandise, c'est pas non plus manger un gâteau pour une personne. Bon, je t'attends pas. Vas-y, vas-y. C'est vraiment prendre le temps de déguster, d'essayer de reconnaître les goûts, de voir si c'est un goût qui me convient, si c'est un goût qui est plutôt rond. Ouais, ça c'est un plaisir pour moi. Alors ça, je trouve ça plus gourmand que ça. Mais ça, c'est beaucoup plus frais. Mais en même temps, ouais. Mais j'adore. Mais par contre, c'est fou. C'est hyper différent de ce que tu fais quand même. Hein. C'est beaucoup plus classique. Ouais. Toi, tu fais Des choses un peu plus modernes. modèles. Ouais. Je veux juste voir. T'arrêtes. Ouais, c'est très bon. Géraldine Copin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure en psychologie à l'Institut universitaire suisse à distance. Vos recherches portent sur les bases cérébrales et psychologiques de nos préférences olfactives et gustatives. Alors, comment vous expliquez qu'une telle source de plaisir, le fait de manger, de savourer, on vient de le voir avec notre portrait d'Elsa, que ce plaisir fasse partie des 7 péchés capitaux ? La gourmandise, c'est un peu un concept qui pourrait se décliner en 2 versants. Il y a un versant effectivement plutôt négatif, plutôt associé au vice, qui serait lié à la gloutonnerie, donc au fait de manger trop ou avec trop de voracité. Mais il y a également un versant plutôt positif qu'on pourrait plutôt associer à la gastronomie, à savoir le fait de manger lentement, avec attention, le fait de savourer, se délecter de ce qu'on mange, et qui serait plutôt lié au plaisir. Et je pense que Dielza l'illustre très bien, même avec ses petits bruits de bouche qu'elle décrit comme embarrassants. Ça montre vraiment une expérience du plaisir. Mais j'ai le sentiment que finalement, on n'est pas tous égaux devant la gourmandise. Il y a des gens qui ont plus de plaisir que d'autres à manger, je me trompe ? Alors, on a tous une libération de ce qu'on appelle la dopamine quand on mange. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est lié, entre autres fonctions, à l'expérience du plaisir. Donc, quand on mange, on a tous cette libération de dopamine, mais elle est différente chez différentes personnes, à savoir que, par exemple, les personnes qui sont en surpoids ou obèses vont avoir un signal hédonique de la dopamine qui est un peu perdu ou un peu altéré. Donc, il y a des différences entre les individus qui sont plutôt liées à des signaux physiologiques, mais il y a aussi des différences qui sont plutôt liées aux traits de personnalité. Donc, on peut notamment mentionner que chez certaines personnes, on peut mesurer à quel point vous avez tendance à manger de façon épicurienne. Donc, on peut vous poser des questions comme est-ce que vous allez être capable de vous représenter le goût des aliments clairement et avec facilité, ou alors à quel point vous aimez discuter avec vos amis du goût des aliments. Donc ça, c'est une dimension de personnalité qu'on peut mesurer, qui varie énormément d'une personne à l'autre. Et donc non, nous ne sommes pas tous égaux face à la gourmandise. Géraldine, je vous propose à présent de comprendre comment ça marche physiologiquement, le goût. Enfin, vous le savez, mais peut-être pas tous ceux qui nous regardent. Je vous propose de le découvrir en images. Quand on mange, nous avons sur la langue, sur le palais et à l'intérieur des joues des papilles qui nous informent sur le chaud, le froid, le moelleux, bref, la texture et la température de nos aliments. Quand on mastique, la salive dissout les molécules sapides des aliments,
celles qui sont à l'origine des différentes saveurs, le sucré, salé, amer, acide et l'umami, une 5e saveur proche du sucré-salé. Ces saveurs perçues par la bouche ne correspondent qu'à 20% du goût d'un aliment. Pour les 80% restants, c'est le nez qui fait le travail. Les aliments contiennent des molécules odorantes qui passent, elles, par la voie rétronasale, à l'arrière de la bouche. C'est le mécanisme de rétro-olfaction. À ce moment, on ne parle plus de saveur, mais d'arôme. En grande partie, on mange avec le nez. Mais on mange pas seulement avec le nez. Je vous prends un exemple. Vous buvez un café, le café sans amertume, c'est pas la même chose. Mais le café juste amer, sans l'odeur du café, ce n'est pas ça non plus. Et un café chaud ou froid, c'est pas la même chose non plus. Et là, j'arrive sur cette 3e dimension. Quand on mange, on a encore la texture. C'est un concert ou c'est une symphonie de 3 systèmes sensoriels. Le goût, l'odorat et la texture. Si vous avez perdu l'odorat et vous mangez un morceau de caramel ou un morceau de chocolat, vous n'allez pas pouvoir dire quel est le caramel, quel est le chocolat. Vous allez pouvoir dire c'est sucré, les deux sont sucrés, mais si vous n'avez pas la texture, vous n'arrivez pas à faire cette distinction. Et ça, c'est l'odorat rétronasal, ou les saveurs, ou dans le langage courant, goût. La gourmandise, ce n'est pas seulement le goût et l'odorat. Elle met en éveil bien d'autres sens, et notamment la vue. Nous avons voulu tenter une expérience. Nous avons choisi 3 yaourts nature qui ont tous le même goût et nous les avons colorés différemment. Nous les avons ensuite soumis à un panel de volontaires. Comment vont-ils réagir ? Ça n'a pas beaucoup de goût, je pourrais pas définir un parfum, je pourrais m'orienter avec la couleur et puis deviner au hasard, mais clairement celui-là ça doit être abricot puis celui-là fraise. N'empêche plutôt. Je peux regoûter. Il n'y a pas de relation entre l'image et le goût. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, tiens, de la fraise ou tiens, de l'orange et tiens, nature. Et puis, en fait, c'est les 3 natures. Ouais, on aurait vraiment envie de croire que c'est de la fraise. Juste à cause de la couleur. Nos dégustateurs et dégustatrices ne sont pas tombés dans le piège. Il n'empêche, la vue des yogourts colorés les a troublés. Ils avaient envie de croire qu'ils étaient parfumés. La vue, le goût, l'odorat sont primordiaux en matière de gourmandise, mais pas seulement. Un psychologue anglais de l'université d'Oxford, Charles Spence, va encore plus loin. Dans une étude publiée en 2015, il démontre l'importance de l'ouïe et du toucher en matière de gourmandise. Ce chercheur un peu fou a passé sa vie à démontrer tout un tas de relations entre les sons et la nourriture. Avec des chips, par exemple, il découvre que les personnes qui entendaient un son de craquement plus fort trouvaient les chips 15% plus croustillantes. Le plus surprenant dans les recherches du Britannique, c'est l'influence du toucher. Par exemple, avec un plat de poisson, Charles Spence a pu démontrer avec 160 participants que le repas vous semblera moins bon avec des couverts légers qu'avec des couverts lourds. Vous l'aurez compris, tous nos sens sont sollicités pour développer notre goût. Mais au-delà de notre appareillage, de l'aspect physiologique, comment se construit ce goût ? Peut-on vraiment éduquer, former un enfant aux saveurs et à la gourmandise ? Cette question, de nombreux parents se la posent. Ces parents savent aussi que la majorité des enfants passent par une période de refus de la nouveauté et qu'au moment du repas, la patience est souvent de mise. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille qui est justement au cœur de cette problématique. Nous la retrouvons autour de la table à manger. C'est quoi ça alors? C'est du gâteau avec le thon. Alors? C'est bon? Oui? C'est bon. Tu n'aimes pas? Tu goûtes? Je veux quelque chose d'autre. Tu veux quoi? Tu veux quoi, un toast. Un toast? Et tu veux pas goûter? Non. Goûte le biscuit. Regarde, là, il y a du thon.
Des repas comme celui-là où Yanis, 5 ans, refuse de toucher à quoi que ce soit, sont devenus une habitude dans la famille Robir. Pourtant, à la naissance de ses enfants, Delphine s'est donné de la peine pour apporter aux garçons une éducation alimentaire variée. Elle sait qu'entre 0 et 3 ans, c'est la période la plus déterminante pour leur faire découvrir de nouvelles saveurs. T'as assez mangé? Tu peux enlever la bavette. On s'est dit, on va lui faire manger des bonnes choses. Alors on a fait toutes ces purées, on a pris du temps, on en a fait des dimanches, toute la journée, à préparer des purées avec plein de choses différentes. On a découvert, même nous, on a cuisiné des choses qu'on cuisinait pas forcément avant. On s'est donné bonne conscience aussi de faire les choses bien avec des bons produits. Et puis, oui, on avait l'impression qu'on leur donnait à manger quelque chose de bon, quelque chose de sain. Je pensais que justement, si tout bébé, il découvrait déjà plein de goûts différents, de saveurs, de textures, en grandissant, il garderait ça. Et puis, ça serait plus facile aussi dans l'alimentation, dans le régime familial. Oh, j'ai bu tout ça. Et ça marchait? Ouais. Les purées ont toujours bien mangé. On va faire vert clair, vert foncé, vert clair, vert foncé. Et puis un jour, on passe à l'alimentation en morceaux, en fait. Et c'est là que ça change la donne. Yanis mange 0 légumes. Il mange quelques fruits, mais c'est aussi... voilà, si on arrive à lui faire croquer dans un quart de pomme, c'est déjà énorme. La principale inquiétude au début, c'était les produits laitiers qu'ils ont assez rapidement l'un et l'autre évacués. C'est vrai que les produits laitiers, c'était un peu plus inquiétant pour la formation du squelette. Regarde. Oh, t'es pas... Tu vas manger les courgettes? Non, t'es pas aimé. Moi, je mange que les pâtes. Tu vas manger que les pâtes? Et toi, tu vas manger que les pâtes aussi? On lui disait, voilà, tu as 3 ans, on te met 3 morceaux de courgettes, il faut que tu manges les 3. Tu as 4 ans, tu en manges 4. Sauf que les repas, ils étaient interminables, et puis que c'était des crises, et puis que, au final, quand c'est à tous les repas qu'il faut se battre pour que l'enfant il mange, ou pour le goûter, de dire, on commence par le fruit, et ensuite tu manges la suite, souvent, il ne goûtait pas. Donc, voilà, là-dessus, on a assez vite abandonné de se battre pour leur dire, tu dois manger absolument ça. Et hop, j'ai pas de fourchette. Maman. Oui, Yanis. J'ai pas aimé les pâtes. Non, pas les pâtes. C'est une blague. Une blague. C'était une bonne blague. Ah, elle était bonne, ça. Elles sont très bonnes, tes courgettes, Yanis. T'as goûté? Lilian, t'as goûté les courgettes? Non. Moi, j'ai déjà mangé toutes mes pâtes. On va en haut pour pas vous déranger. Depuis qu'ils sont à table avec nous, généralement, voilà. Après 5 minutes, les assiettes sont pleines et puis c'est terminé. Dans la construction du comportement alimentaire chez l'enfant, il y a différentes étapes. Et puis, chacune des étapes, finalement, amène de la nouveauté. Or, les enfants mangent ce qu'ils aiment et aiment ce qu'ils connaissent. Et puis, il y a un moment dans la vie de l'enfant qui commence vers 2 ans à peu près, 18 mois, 2 ans. On appelle ça la période de néophobie alimentaire. C'est une période où l'enfant va refuser de manger un grand nombre d'aliments. Parfois même, les parents ont l'impression que les enfants refusent de manger des aliments qu'ils mangeaient auparavant. Et c'est une période qui est un peu normale dans le développement de l'enfant et qui va petit à petit s'atténuer au fur et à mesure des expériences alimentaires, des expositions et au fur et à mesure de sa capacité à, par exemple, créer des catégories, à généraliser certains aliments. Par exemple, ce qui peut paraître nouveau à un enfant, si on lui présente un plat de purée avec un petit peu de persil, puis qu'on lui avait toujours proposé la purée sans persil, ça va être quelque chose que l'enfant percevra comme nouveau. Il ne sera pas capable de se dire « Ah bien tiens, c'est de la purée, je vais quand même le manger ». Il peut refuser le plat simplement en voyant un petit peu de persil sur sa purée. Quand ils apportent mon assiette, et puis ça me rend un peu inquiet. Parce qu'il y a toujours des choses que je connais pas. Il a vraiment peur finalement de la nourriture ou de certaines choses. Il est très sensible, donc il a un odorat qui est très développé. Et tous ses sens sont très développés. Et souvent, en fait, avant même de goûter, il a peur du goût que ça peut avoir dans sa bouche. Et c'est pour ça que certains aliments le bloquent. Donc c'est pas pour nous embêter, finalement, qu'il va pas manger. Il y a un côté spontané, je pense, dans la gourmandise aussi, de voir un aliment, puis d'avoir
Envie de le envie de le manger, goûter. de le goûter. Ouais. Ce qu'il n'a pas dans sa vie en général, il n'est pas spontané. Par contre, si par hasard il goûte et qu'il aime, il est super content. C'est comme s'il était fier de lui d'avoir aimé quelque chose de nouveau. La gourmandise serait donc un apprentissage bien plus complexe qu'il n'y paraît. Faudrait-il alors être curieux et aventurier pour apprendre plus facilement ? Je pense pas que pour être gourmand, il faut être ouvert à la nouveauté. Je pense qu'en fait, être gourmand, c'est vraiment individuel. Et là, on observe beaucoup. Il y a des personnes pour qui le plaisir alimentaire, la nouveauté, c'est quelque chose plutôt d'attirant. Et on appelle ces personnes-là des personnes néophiles. Elles aiment ce qui est nouveau, elles vont rechercher de nouvelles cultures. Puis on a d'autres personnes qui vont plutôt être attirées par ce qu'elles connaissent et qui auront une gourmandise plutôt liée à des choses connues. Elles vont peut-être prendre au restaurant le plat qu'elles connaissent toujours. Et ces personnes-là seront gourmandes, mais d'une autre façon. Je pense que c'est ça qui est de nouveau important, savoir s'écouter, et on sera gourmand de façon différente. Moi, j'ai quand même pris des bananes. Qui c'est qui a une banane? Pas moi. Et regarde, caméra. Je sais pas ce qu'il en pense, mais Yanis se dit assez gourmand. Mais il précise, je suis gourmand de chocolat, je suis gourmand de frites, je suis gourmand de biscuits. Alors il va préciser, la gourmandise chez lui, c'est très, très précis. Hein. Mais je pense que pour ça, vu que c'est des choses qu'il aime, il se sent gourmand. Après, si je considère effectivement les repas, il ne sera pas gourmand. Si je considère tous les extras autour du dessert, du goûter, il est gourmand. Il est gourmand. Qu'est-ce que tu manges? Moi, je vais faire un peu de toboggan. Bonjour, monsieur. Je t'ai apporté de la soupe. Tiens, mange. Ah, c'est pas bon. Vous avez pas aimé. La porte des bras. Bien joué. Pour une alimentation saine et équilibrée, nous avons donc toutes et tous besoin d'être gourmands à notre manière. Parions que Yanis retrouve une alimentation sereine une fois sa période de néophobie terminée et que l'éducation de ses parents finisse par porter ses fruits. Géraldine Copin, Yanis a l'air de dire qu'il est gourmand, mais de ce qu'il aime. Être gourmand de ce qu'on aime uniquement, est-ce que c'est une bonne définition de la gourmandise ou est-ce que c'est quand même lié à la diversité ? Alors, il y a effectivement un lien entre la familiarité et le plaisir, dans ce qu'on appelle en psychologie l'effet de simple exposition, à savoir que plus on va être exposé à un aliment ou à une musique, peu importe, plus on va avoir tendance à l'aimer. Mais à mon sens, la familiarité, ce n'est qu'une des dimensions du plaisir, d'autant plus qu'elle est subjective. Entre vous et moi, peut-être que l'idée de nouveauté ou de familiarité est différente. Et puis, on a vu aussi, entre un adulte et un enfant, potentiellement, le fait de présenter juste un bout de persil sur une purée pomme de terre pourrait changer la perception de la nouveauté. Donc, c'est évidemment très variable d'une personne à l'autre ou d'un adulte à un enfant. Alors, on a vu la période de néophobie chez l'enfant, mais moi, j'ai le sentiment que chez certains adultes, moi, par exemple, la période de néophobie persiste. Vous savez, les gens qui prennent toujours la même chose au restaurant. Alors, on connaît effectivement tous des personnes de ce type où on est soi-même comme ça. Donc, la néophobie chez l'adulte peut persister, effectivement, même si c'est relativement rare et beaucoup plus rare que chez les enfants, pendant cette période critique du développement, comme chez Yanis. Chez les adultes, on peut mesurer différents traits de personnalité qui sont liés à cette ouverture à l'alimentation ou à la nouveauté alimentaire. Il y a notamment un outil classique en psychologie qu'on appelle le Big Five, qui mesure 5 dimensions de la personnalité, par exemple l'extraversion, à quel point vous aimez être entouré de gens, ou ce qu'on appelle l'ouverture, c'est-à-dire à quel point vous aimez les expériences nouvelles ou la diversité. Et cette dimension peut être justement liée à cette gourmandise, à savoir à quel point vous êtes ouvert aux nouvelles expériences alimentaires, à prendre des nouveaux plats, à, dans un nouveau pays, expérimenter des nouvelles saveurs ou des choses que vous ne connaissez pas forcément. Il y a aussi d'autres questionnaires qu'on peut utiliser, par exemple ce qu'on appelle les valeurs de Schwartz. Donc les valeurs, c'est qu'est-ce qui nous guide dans la vie. Et puis, ces valeurs varient d'une personne à l'autre, sont plus ou moins importantes d'une personne à l'autre. Et l'une de ces valeurs a justement trait également à cette diversité, à l'importance d'avoir une vie excitante, trépidante. Et à nouveau, ce serait aussi lié à cet aspect de gourmandise. Donc à quel point vous aimez être gourmand avec des choses nouvelles par rapport à plutôt gourmand avec des choses que vous connaissez, où vous êtes plutôt serein.
Et puis finalement, il y a une troisième dimension qu'on peut aussi nommer, qui est aussi liée à ce besoin de contrôler ce qu'on a dans notre assiette. C'est le besoin de contrôle en général. Donc à quel point les gens aiment contrôler les événements de leur vie. Et le fait de pouvoir finalement contrôler ce que vous allez avoir dans votre assiette peut être une source de plaisir chez certaines personnes. Et est-ce que le fait de devenir un spécialiste, un expert, je ne sais pas moi, en gâteau au chocolat ou en vin rouge, ça décuple le plaisir ou pas forcément? Alors de façon assez surprenante, ça a plutôt l'effet d'émousser le plaisir qu'on va ressentir. C'est-à-dire qu'il y a une étude récente qui a été conduite chez 700 000 individus, donc vraiment une grosse étude, qui a mis en avant le fait que si on devenait expert, par exemple de vin rouge, on avait tendance à expérimenter moins de plaisir peut-être qu'un consommateur de vin naïf. C'est assez contre-intuitif. On a plutôt tendance à penser que l'expertise est pleine de bénéfices, et ça l'est. Son seul inconvénient, quelque part, ce serait plutôt cet aspect d'émoussement affectif. Et on pense notamment que c'est lié à la façon dont on va expérimenter notre objet d'expertise. Donc imaginez, vous êtes expert en vin rouge, la façon dont vous allez l'approcher est très différente d'un naïf, entre guillemets. Donc par exemple, vous allez vous focaliser sur l'aspect, la couleur, l'apparence, l'odeur. Donc vous allez comme ça avoir une approche très analytique qui, quelque part, va émousser votre expérience de plaisir, alors qu'une personne peut-être naïve du vin va plutôt être immergée dans son expérience sensorielle. L'exaltation des sens. Célébrer les petits bonheurs simples et les nouvelles grandes amitiés. Prenez le plaisir au sérieux. Découvrez tous nos plaisirs gourmands. Le plaisir du chocolat au lait, l'intensité du cacao. Le plaisir, c'est quand c'est généreux. La publicité nous entraîne dans un plaisir gourmand rempli de sucre et de graisse. Tout un tas d'aliments dits mauvais pour notre santé. Les publicitaires ont bien compris notre attraction naturelle vers le sucre et les aliments gras. Les premières victimes en sont les enfants. En Suisse, 20% sont en excès de poids, comme partout en Europe. Pour tenter de lutter contre cette obésité enfantine, des chercheurs de l'INRA, un institut français de recherche pour l'alimentation, ont fait une expérience sur 2 mois auprès de 63 enfants pour mesurer l'impact de l'éducation en matière d'alimentation. Nous avons reproduit leur expérience avec 6 enfants entre 7 et 11 ans. Une expérience qui pose la question suivante. Une éducation stricte en matière d'alimentation est-elle vraiment utile? Première partie de l'expérience, il s'agit de classer nos enfants en 2 catégories. Pour cela, nous leur proposons un jeu. Il y a 2 boîtes devant toi. Sur la première, c'est marqué Burke et Miam. Sur la deuxième, c'est marqué « ça fait grossir, ça rend plus fort ». Il y a également 20 cartes devant toi sur lesquelles sont dessinés des aliments. Ce que je te propose, c'est que pour chacune de ces cartes, tu décides dans quelle boîte elle va. Alors vas-y. Les enfants vont-ils mettre plus de cartes dans la boîte Miam Burke, la boîte du profil d'un enfant hédoniste, celui qui mange avec plaisir, ou vont-ils mettre plus de cartes dans la boîte « ça fait grossir, ça rend fort », la boîte d'un profil plus nutritionnel « je sais ce qui est bon pour ma santé ». Résultat, la majorité des enfants ont un profil hédoniste. Comme Cantu, 12 cartes Miam Burke et seulement 8 « ça fait grossir, ça rend fort ». Par exemple des glaces ou des choses comme ça, j'aurais pu très bien le mettre dans « ça fait grossir », mais franchement j'aime bien la glace, alors je me suis dit bon, je mets ça dans Miam. Deuxième étape, nous proposons un buffet à nos enfants avec des fraises, des kiwis, des compotes, mais aussi des sucreries et des gâteaux. Nous les laisserons seuls devant le buffet avec une seule consigne, choisir 5 assiettes pour leur goûter. Pour que nos jeunes volontaires se sentent plus libres de leur choix, nous avons caché la caméra derrière une vitre teintée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer un goûter pour toi. Je vais te demander de choisir 5 assiettes parmi tous les aliments qui sont devant toi et de les poser sur ce chariot. Les enfants vont-ils spontanément se jeter sur les sucreries? Retrouvons notre petite fille hédoniste Cantu devant son buffet. Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? C'est surtout des fruits que j'aime beaucoup, le kiwi, j'adore, la fraise, la banane aussi.
Et puis, comme je suis vraiment une grande gourmande de chocolat, en tout dernier, j'ai pris un cake au chocolat. En résumé, Cantu a 12 cartes Miam Burke. Et 8, ça renforce, ça fait grossir. Et sur le buffet, elle a choisi 4 fruits et un seul gâteau au chocolat. Alors là, c'est une petite fille qui a plutôt un score, ce qu'on appelle un score hédonique élevé. Et on voit que sur le buffet, ça s'est traduit par plutôt plus de choix de fruits que de choix d'aliments gras sucrés de type gâteau et bonbons. Donc, c'est une enfant qui illustre les conclusions de notre étude, dans le sens où on voit que avoir un rapport spontané lié au plaisir face à l'alimentation, ce n'est pas forcément ce qui va entraîner uniquement des choix de mauvaise qualité nutritionnelle. Un résultat étonnant qui se confirme avec l'INSEE. L'INSEE aussi a plutôt un profil hédoniste. 15 cartes Miam Burke et 5, ça fait grossir, ça donne des forces. Tu dis que tu es une petite fille gourmande, là il y a des tomates, il y a du fromage, il y a des courgettes. Tu es gourmande de courgettes. Oui, c'est bon les courgettes. Et comme Cantu, l'INSEE a choisi une majorité de fruits. J'ai pris des choses différentes et j'aime aussi les fruits. Pour la petite Cécile, c'est l'inverse. Elle met une majorité de cartes dans la boîte nutritionnelle. Voilà une enfant très au clair sur ce qui est bon pour sa santé. Mais une fois seule devant le buffet, comment va-t-elle réagir ? Malgré son profil nutritionnel averti, Cécile a pris des Smarties, un beignet, des bonbons, un Kinder et un seul fruit. Nous, on est obligé de manger un fruit et après un peu de chocolat. C'est comme d'habitude. Tu es obligée de manger un fruit. Et si tu étais toute seule, tu le mangerais pas? Peut-être. C'est exactement le profil opposé. Elle a développé une manière de penser l'alimentation en rapport avec la qualité nutritionnelle des aliments. Et lorsqu'elle s'est trouvée en face d'un choix d'aliments, au lieu de se servir finalement de ses connaissances nutritionnelles pour faire des choix bons pour la santé, elle a au contraire plutôt choisi des aliments de moins bonne qualité nutritionnelle. Ce résultat-là, il est contre-intuitif, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'inverse qui se passe. C'est comme s'il y avait un effet un peu de rattrapage d'une frustration qui peut exister chez des enfants avec ces profils orientés santé. Chez les garçons, c'est moins net. Ils sont à mi-chemin entre un profil hédoniste et nutritionnel. Les fraises et le kiwi, j'adore. Les bonbons, voilà. Et le gâteau au chocolat, j'aime aussi. Il n'empêche, la tendance de notre expérience est la même que celle de Lucille Marty. Ce que vous avez observé avec 6 enfants, donc avec vraiment des études de cas, nous, c'est ce qu'on a retrouvé dans un échantillon d'une 60aine d'enfants, avec cette tendance qu'un rapport plaisir à l'alimentation en fait, entraîne plus de choix d'aliments de meilleure qualité nutritionnelle, donc des fruits, sur le buffet. D'accord, il faut donner un rapport plaisir à l'alimentation, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on donne pour le goûter ? Disons qu'il faut rééquilibrer la gourmandise. Il ne faut pas que la gourmandise soit uniquement associée au chocolat ou au beignet. Il faut que la gourmandise soit aussi associée aux fraises, aux kiwis. Donc ça, c'est les aliments de l'expérience, mais aussi, pourquoi pas, en fait, aux épinards et aux brocolis. Parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment possible d'encourager le plaisir de consommer ces aliments-là. On peut aussi apprendre à aimer un aliment via l'exposition répétée à cet aliment. Plus on le présente, plus un enfant va l'apprécier. On peut aussi apprendre à aimer un aliment en racontant une histoire autour de cet aliment. Et on peut aussi apprendre à aimer un aliment au moment du repas et au moment de la consommation, donc en créant vraiment une atmosphère positive. Tout ça, c'est des éléments qui vont contribuer à augmenter le plaisir de manger n'importe quel aliment, notamment des aliments bons pour la santé. Il faut donc apprendre à rééquilibrer la gourmandise. Pas une mince affaire lorsque l'on sait que l'alimentation est étroitement liée à nos émotions. Ceux d'entre nous qui ont perdu le goût momentanément, ils sont nombreux avec la pandémie, mais aussi ceux qui l'ont perdu définitivement après une opération ou un accident, savent combien le plaisir de l'alimentation influence notre humeur. Nous avons recueilli le témoignage de l'un d'entre eux et vous allez voir que c'est assez troublant. Il y a 4 ans, Philippe Villemain se fait opérer d'un méningiome qui risquait de le rendre aveugle. À la suite de l'opération, il sauve ses yeux, mais il perd complètement l'odorat et donc les arômes.
Là, ce qui me manque énormément, c'est clair que moi j'ai une approche avec la nature qui est très importante. Une balade dans les bois, dans les sous-bois, où vous avez des odeurs d'humus, vous avez des odeurs, même le soleil qui chauffe le bois, cette odeur d'eau, de galets qui est là. Il y a plein de choses qui vous parlent, qui vous fait s'oxygéner, qui fait du bien, et vous n'avez pas, c'est fade, c'est plat, ça c'est incroyable. Vous perdez ça, c'est fou, c'est un manque énorme. Après, il y a les parfums d'une femme, le parfum, on peut partir dans ce côté plus privé, plus personnel. Ça, c'est des choses qui sont pas faciles tous les jours à vivre. Philippe doit désormais sentir dans sa tête les parfums du passé. Dans son métier de fleuriste, il a aussi dû apprendre à faire des deuils. Là, on a un fraisia. Le fraisia est quand même, c'est pas une odeur très forte, mais c'est quand même une odeur assez agréable. Donc c'est clair que pour moi, l'odeur n'est pas là. On a du mimosa ici. C'est quand même une fleur qui est de nouveau qui dégage une certaine odeur. Heureusement, il y a les couleurs, les textures qui remplacent un petit peu ces odeurs, mais c'est vrai que c'est un manque qui est là. On vit avec des souvenirs. Mais peu à peu, les souvenirs s'effacent. Philippe le sait, alors il trouve des astuces pour se raccrocher à tous ces moments de plaisir qui façonnent une vie. Je me suis accroché sur ce côté sucré-salé que j'arrive toujours à capter, le côté un peu vinaigré. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas au niveau du goût, qui m'a aidé, d'avoir quand même ces sens du sucré et du salé. Alors par contre, c'est plat, c'est fat. Et là, c'est assez surprenant. Est-ce que vous avez perdu le plaisir de manger? Alors dans un premier temps, j'avais presque plutôt un peu de boulimie, parce que j'étais à la recherche. C'est pas possible, j'aime, j'ai adoré ça, donc je mangeais. En bouche, je mâchais, je me mettais contre mon palais, j'essayais de chercher quelque chose. Alors j'étais presque plutôt à plutôt manger dans une première période. Et après, alors il y a un petit peu l'abandon de tout ça, un petit peu peut-être un petit coup de déprime ou je sais pas, mais en tout cas après, on n'a plus envie, ou en tout cas moins envie de manger, ou en tout cas beaucoup moins de plaisir. J'ai gardé quand même le plaisir, effectivement, d'un bon thé, de prendre le temps. Alors, c'est plus des moments de détente. Alors, c'est clair que ces moments de détente, le thé, c'est de l'eau chaude. Alors après, il y a des thés qui sont avec plus de tanins, donc qui restent en bouche, quelque chose. C'est comme un vin. Les vilains copains, ils me disent « Bon, celui-là, il est bouchonné, allez, on va le donner à Philippe, parce que lui... Alors, bouchonné, j'avoue que là, pour moi, c'est pas l'âge, ça. J'avoue qu'ils peuvent me filer tous les vins bouchonnés. Je vais les boire. Sans odorat, difficile d'anticiper une saveur. Pour Philippe, manger des plats inconnus devient impossible. En voyage ou en visite, la nouveauté lui fait peur. Des choses que je ne connais pas ou les textures que je vois, c'est clair que pour moi, c'est un gros stress. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'assimiler, je ne sais pas si on mange quelque chose qu'on n'aime pas, on fait la grimace, on regarde si soit on boit un verre d'eau pour l'avaler, pour être poli, ou on le recrache dans une serviette. Mais là, pour moi, j'ai rien. Donc, est-ce que ça va être accepté par mon ventre? Est-ce que voilà, donc il y a plein de stress à ce niveau-là. On se cantonne dans quelque chose de connu, donc on tourne en rond dans quelque chose de connu, donc c'est un peu triste. Ouais, c'est triste. C'est clair que aussi des moments aussi difficiles, c'est quand on va faire les tests, quand on sort des tests, puis on voit que c'est très mauvais les tests. Là, on sort dans les couloirs de l'hôpital, il y a quand même quelques larmes qui sortent. C'est difficile parce que, comme j'ai dit, ce
qui nous permet d'avancer, c'est l'espoir. Et puis quand on voit que les mois, les années ont passé, on vous fait comprendre quand même que maintenant, ça fait quand même beaucoup trop de temps. Alors on nous dit que il peut arriver que ça revienne, et comme on peut nous dire que là, ça fait déjà trop longtemps. Géraldine Copin, on a l'impression que Philippe n'a pas perdu que le plaisir de manger, mais que son manque de goût et d'odorat le coupe des autres. Je me trompe? Non, c'est effectivement le cas. Le fait de perdre l'odorat, donc de perdre une perte totale de l'odorat, ce qu'on appelle l'anosmie, coupe énormément des autres. C'est une des plaintes des patients qui perdent l'odorat. Ils se disent isolés socialement, incompris par les autres, et ont d'ailleurs tendance à en parler assez peu autour d'eux ou uniquement aux personnes très proches, justement parce qu'ils se sentent incompris. Donc on a plutôt beaucoup d'empathie pour les personnes aveugles. On peut assez bien imaginer ce que ce serait de vivre dans un monde sans vision. Donc on aide les gens aveugles à traverser dans la rue, par exemple. On peut aussi assez bien s'imaginer ce que ce serait de perdre l'audition. Par contre, un monde sans olfaction, c'est assez difficile à se représenter. Peut-être que certains l'ont expérimenté pendant la crise du coronavirus, mais c'est assez récent. Et puis finalement, la majorité des gens ont beaucoup de mal à se représenter, notamment pendant les repas. C'est un peu le moment cristallisant pour ces personnes qui n'ont plus l'odorat. Ils se disent complètement isolés. Et on leur dit, mais quand même, tu dois bien sentir cette odeur de plat qui cuit dans le four ou ce vin. Et puis, le goût et l'odorat, ce sont aussi, si j'ai bien compris, des voies directes pour accéder à nos souvenirs lointains, la fameuse Madeleine de Proust. Le fait de perdre le goût et l'odorat, est-ce que du coup, ça nous fait perdre un bout de notre passé, nos souvenirs ? Alors l'olfaction, c'est effectivement un sens un peu particulier par rapport aux autres sens, à savoir que pour la vision, l'audition, par exemple, on a un premier tri au niveau du cerveau par une structure qu'on appelle le thalamus, qui est un peu le concierge du cerveau, qui va faire le tri, quelque part, pour savoir si les informations sensorielles vont être traitées par d'autres zones du cerveau plus tard. Dans l'olfaction, on n'a pas un peu ce concierge, ce thalamus qui est là pour faire ce tri. La majorité des informations sensorielles vont directement être traitées plus haut par d'autres zones du cerveau. Donc c'est assez spécifique par rapport à ça. D'autant plus que finalement, les souvenirs qui sont évoqués par des odeurs sont plus émotionnels et plus évocatifs que des souvenirs qui sont évoqués par des images ou des sons. Donc effectivement, c'est deux aspects importants à prendre en compte. Et donc oui, ça peut nous faire peut-être oublier un peu notre passé, du coup. Alors effectivement, on aura moins accès à ces souvenirs qui sont d'autant plus importants parce qu'ils sont souvent émotionnels. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en perdant la gourmandise, quelque part, on perd un petit peu goût à la vie? Alors effectivement, le fait de manger, c'est une activité assez récurrente de nos vies. On prend en tout cas 3 repas par jour. Et puis il y a une étude allemande qui a justement essayé de décrire quels étaient les plaisirs les plus importants dans notre vie de tous les jours. Et parmi ces 15 plaisirs, on retrouve 3 d'entre eux qui sont liés justement à la prise alimentaire. Donc on a parmi ces 15 plaisirs le fait de partir en vacances, d'être en famille, mais on a aussi assez haut dans la liste le fait de prendre un repas gastronomique à la maison, le fait d'aller au restaurant ou simplement le fait de prendre son repas de tous les jours chez soi. Donc vous voyez que sur 15 activités, 3 d'entre elles sont liées à la prise alimentaire. Donc effectivement, c'est un plaisir important de notre vie. Finalement, la gourmandise, loin d'être un péché, loin d'être un défaut, c'est plutôt quelque chose qu'il faudrait cultiver, si je comprends bien. Alors, on est programmé à être gourmand, et le fait de manger de façon épicurienne, donc de manger lentement, avec attention, de savourer, c'est associé à un bien-être important. Et puis, c'est aussi associé au fait de prendre plutôt des petites portions alimentaires. Donc, finalement, cette alimentation qu'on a tendance à considérer comme simplement un besoin vital va bien au-delà, et c'est un plaisir vraiment en soi de la vie. Sachant d'autant plus que si on vit 80 ans, on va passer 4 ans et demi de notre vie à manger. Donc autant le faire avec plaisir. En effet. Merci beaucoup, Géraldine Copin. Avec plaisir. Voilà, Dans la tête de, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir cette émission, elle est en tout temps disponible sur notre site internet. Vous pouvez également nous laisser un message à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à l'ensemble de l'équipe qui a contribué à cette édition pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.